19h, madame, monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur Al 24 News pour cette nouvelle édition de l'information. Tout de suite, les titres du journal. Relations algéro-italiennes, similitudes et convergences de vues entre les deux pays dans plusieurs dossiers, notamment la situation en Libye ou encore en Tunisie. Il sera aussi question de la coopération économique, finance, énergie et industrie navale au cœur des discussions entre les dirigeants des deux pays. Plus de 200 personnes ont trouvé la mort dans des affrontements entre tribus au Tchad. Le bilan reste provisoire au vu du nombre de personnes blessées, une centaine selon plusieurs médias. Un énième mouvement de protestation au Maroc. Une marche nationale est annoncée le 29 mai prochain à l'initiative d'organisations et de partis d'opposition. Et puis rien ne va plus au Liban, un nouveau plus bas historique ce jeudi de la monnaie locale, 35 000 livres le dollar. La Banque centrale est devenue le théâtre de protestation de la population. 4 Libanais sur 5 vivent désormais en dessous du seuil de pauvreté. Diplomatie pour entamer cette édition. Deuxième jour de la visite d'État du président algérien en Italie. Des entretiens ont réuni Abdelmadjid Tebboune à son homologue italien Sergio Mattarella. Plusieurs dossiers étaient à l'ordre du jour, notamment la situation en Libye ou encore en Tunisie. Les deux pays sont sur la même longueur d'onde. Karim Bouassis. Dossier sécuritaire libyen, crise multidimensionnelle en Tunisie, bandes armées, immigration, sujet phare alimentant les échanges entre le président de la République Abdelmadjid Tebboune et son homologue italien Sergio Mattarella. Bâtir un pont solide diplomatique avec un membre fondateur de l'Union européenne, l'Italie, l'Algérie évoque tout d'abord les enjeux d'un espace méditerranéen. Mais au-delà de la coopération formelle, il s'agirait pour les deux États de conjuguer une ingénierie stratégique, donc avec une dynamique constante. Alger compte bien faire comprendre que c'est aussi une occasion de refondre de sa diplomatie et sortir des vieux carcans. D'ailleurs, si la première visite du président de la République algérienne s'est concentrée sur Rome, n'est pas le fait du hasard, toute une symbolique. De son côté, le protocole italien montre qu'il apprécie le geste à en juger par l'accueil en grande pompe organisée. Les relations étrangères n'est pas chose figée et les Algériens tiennent à le faire savoir. Plus concrètement, des points de vue qui s'accordent notamment sur le volet sécuritaire. Lors d'une conférence de presse entre les deux chefs d'État qui ont évoqué bien entendu la question libyenne où une départition du territoire serait une réelle menace, ou encore la difficulté de la crise politique qui prévaut en Tunisie. Enfin, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a insisté face à son homologue pour définir une relation algéro-italienne où la question énergétique aurait son pendant d'importance, certes, mais pas pour autant en déterminer la nature profonde, mais encore que l'amitié est une implication constante qui serait déclinée dans le temps. Et sur le plan économique, Alger souhaite faire de Rome une porte vers le vieux continent, un point de départ de l'énergie algérienne à destination de l'Europe. Il s'agit d'un partenariat équilibré. L'Italie, de son côté, considère l'Algérie comme une ouverture vers l'Afrique. Elle souhaite d'ailleurs en faire une plaque tournante pour ses exportations. Les détails avec Mohamed Wali Ben Chaban. Convergence de vues et de positions sur de nombreuses questions fait de Rome un partenaire solide pour Alger. Les deux capitales décident de renforcer leur coopération dans tous les domaines, avec au centre le secteur énergétique. من ناحية الطاقة احنا ملتزمين أن كل ما تريده إيطاليا فنحن مستعدون له. في حاليا ارتباط عضوي بين إيطاليا والجزائر فيما يخص الطاقة. تطوير هذا الميدان ممكن يأتي بتنقيب معا بين شركة أوني وشركة سوناتراك، تنقيب معا، وكل مزيد في الإنتاج
ممكن نوجهه بطلب من إيطاليا إلى الصديقة إيطاليا واللي تكون هي الموزع عبر أوروبا. Le président italien, pour sa part, souligne l'important apport en gaz fourni par l'Algérie à l'Italie, dans un contexte mondial particulier miné par le conflit russo-ukrainien. Le président italien revient sur l'importance de l'accord signé. L'Algérie est depuis longtemps un partenaire stratégique de l'Italie dans le secteur de l'énergie, mais aussi dans d'autres secteurs. Nous sommes reconnaissants des efforts déployés par l'Algérie pour renforcer cette collaboration, comme nous l'avons constaté ces derniers mois. Notre coopération énergétique s'étend naturellement aussi à la coopération placée sous le signe de la transition écologique. La réactivation du projet d'interconnexion électrique par câble sous-marin entre l'Algérie et l'Italie a été au centre des discussions entre les deux présidents pour alimenter une partie de l'Europe. Concernant les énergies renouvelables, des projets de fabrication de panneaux photovoltaïques sont déjà en cours à Sidi Blabès. Les deux pays réaffirment leur volonté d'élargir leur partenariat à d'autres domaines d'activité comme l'industrie navale civile et militaire, l'enseignement supérieur, le tourisme ou encore les start-up. Au deuxième jour de sa visite, plusieurs accords et mémorandums ont également été signés dans les secteurs de la culture, des micro-entreprises et de la lutte contre l'évasion fiscale. Et nous allons nous intéresser de plus près à cette coopération économique entre l'Algérie et l'Italie. Nous rejoint pour cela Mahfoud Kaoubi, analyste économique et financier. Bonsoir monsieur Mahfoud Kaoubi. Bonsoir. Alors, la visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune en Italie tombe à point nommé vu le contexte géopolitique qui prévaut sur le vieux continent. Et comme vous le savez, avec le conflit en Ukraine, l'énergie a montré ses limites. Est-ce là une occasion pour l'Italie de se renforcer? L'Italie qui est d'ailleurs un sérieux client de l'Algérie. Oui, tout à fait. Donc, un nouvel environnement avec ses menaces, mais aussi avec ses opportunités, qui ouvre donc une nouvelle dimension, qui donne une nouvelle dimension aux ambitions aussi bien de l'Italie que de l'Algérie pour passer à une autre forme de partenariat, une dimension beaucoup plus importante, que ce soit sur le plan des projets ou des secteurs traditionnels ou par l'exploration de nouveaux secteurs de partenariat. Alors, monsieur Kaoubi, que représente réellement l'Italie sur le marché national dans tous ces secteurs? L'Italie représente pour l'Algérie un partenaire commercial principalement dans le domaine des hydrocarbures, donc plus de 3,4 milliards de dollars d'exportation annuelle, si on prend en référence ce qui a été réalisé en 2021. Et ça représente aussi un partenaire dans le domaine aussi de l'investissement dans l'exploration et dans la production du pétrole et du gaz. Aussi, l'Algérie représente donc un partenaire commercial à hauteur de 1,7 milliard de dollars annuellement en moyenne, donc avec des produits manufacturiers, de la machine-outil et d'autres produits finis. Ça, c'est la situation actuelle. Mais en termes de potentialité, le potentiel est énorme en matière de développement dans pratiquement tous les secteurs d'activité. Très bien, merci beaucoup monsieur Mahfoud Kaoubi d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes analyste économique et financier. Merci beaucoup. Direction la Tunisie, le 25 juillet prochain, les Tunisiens seront appelés aux urnes pour un scrutin référendaire autour du projet de nouvelle constitution proposé par le président Kais Saïed après un processus de consultation inclusive. Les réformes profondes conduites par le président depuis son élection à la magistrature suprême ouvrent un nouveau cycle politique dans ce pays nord-africain. Sofiane Barouti. Paru dans le journal officiel, le référendum sur le changement constitutionnel en Tunisie aura lieu le 25 juillet prochain. Cette date marque le premier anniversaire du tournant politique qu'a vécu ce pays maghrébin.
Pour rappel, le président Kais Saïed avait invoqué l'application de l'article 8 de la Constitution et a ainsi gelé les activités du Parlement qu'il a ensuite dissous. Cette mesure d'exception a été motivée par le danger grandissant qui pèse sur l'intégrité de l'État national tunisien, menacé par la conjonction de plusieurs facteurs de crise. Une série de mesures ont été prises par le président tunisien dans l'objectif de lutter contre la corruption institutionnelle qui ronge l'État tunisien. Le mandataire tunisien avait évoqué des cas de financement étranger suspects et de corruption dans lesquels seraient impliqués des partis politiques ainsi que des parlementaires. La justice tunisienne a ouvert plusieurs enquêtes dans ce sens. La feuille de route annoncée par le président tunisien suit donc son cours depuis son discours historique prononcé en décembre dernier. À ce propos, une consultation populaire sur Internet a été organisée entre janvier et mars dernier. Les participants ont entre autres été consultés sur le changement du régime parlementaire vers un régime présidentiel, ce qui a été approuvé. Le référendum du 25 juillet permettra donc de renforcer la légitimité du processus de transformation institutionnelle ainsi que la concrétisation de la réforme de la constitution tunisienne. Dans la foulée, des élections législatives sont prévues le 17 décembre prochain et permettront un passage effectif vers une nouvelle république, garantissant le respect des libertés démocratiques ainsi que la séparation des pouvoirs exécutifs, judiciaires et législatifs. La situation politique en Tunisie n'en reste pas moins chargée d'une atmosphère chrysogène. La centrale syndicale UGTT, principal acteur de la société civile, a exprimé des craintes et des doutes sur le processus conduit par le président. Les représentants de l'appareil ont refusé la convocation à participer au dialogue national et reprochent, je cite, une politique du fait accompli au président Saïed. Le 30 juin prochain est la date de finalisation de la nouvelle mouture de la Constitution qui sera présentée au public et proposé au peuple tunisien qui est appelé à s'exprimer dans les urnes le 25 juillet sur ce pas décisif vers l'édification d'une nouvelle république en Tunisie. Les événements qu'a connus la capitale libyenne Tripoli la semaine passée montrent une fois de plus la nécessité de l'organisation d'un scrutin électoral réunissant tous les acteurs politiques du pays et trouver un consensus entre la Chambre des représentants et le Conseil suprême d'État. Les détails avec Amin Touta. Entre la constitution d'un nouveau gouvernement et l'organisation des élections générales, le chemin vers la stabilité en Libye semble bien primordial après les incidents qu'a connus la capitale Tripoli il y a quelques jours entre les soutiens du chef de gouvernement Abdelhamid Dbeiba et Fathi Bashara nommé par le Parlement de Tobruk. Une situation qui trouve son origine dans la difficulté à tenir des élections et unifier les institutions libyennes par le gouvernement d'union nationale constitué début 2020 conformément à un processus politique parrainé par les Nations Unies. Dans ce contexte, plusieurs partis libyennes et de la scène internationale ont exhorté les deux acteurs politiques à maintenir leurs différends dans un cadre politique tout en excluant toute forme de conflit armé. Lors d'une interview accordée à Associated Press, Fathi Bashara a déclaré que son gouvernement travaille depuis son siège à Sirte. Bashara s'est dit sceptique que son rival puisse unir le pays et organiser un vote ordonné, affirmant que Dbeiba n'attirait pas suffisamment de loyauté en dehors de la capitale, ajoutant que son propre gouvernement envisageait d'organiser des élections nationales dans les 14 mois. Dans une telle conjoncture exceptionnelle, l'option des élections semble la plus propice pour l'instant pour transcender les divergences d'un paysage politique libyen otage de discorde depuis l'échec du dernier processus électoral. Retour en Algérie, le champ audiovisuel a vu le lancement aujourd'hui d'une nouvelle chaîne de télévision. Il s'agit de la chaîne parlementaire. Elle rejoint ainsi le bouquet de la télévision publique algérienne. La cérémonie du lancement officiel de la 9e chaîne de l'EPTV a été présidée par Salah Goudjil, président du Conseil de la Nation, Brahim Bourali, président de l'Assemblée populaire nationale, ainsi que le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Le lancement d'une chaîne de télévision spécialisée promouvra la vie parlementaire. Cela vient concrétiser l'un des 54 engagements pris par le président de la République et vient compléter le paysage médiatique dans un cadre bien défini. Le but est de consolider la pratique démocratique et d'accroître la participation à l'action politique dans notre pays. Désormais, les citoyens peuvent suivre de près toutes les activités et les débats qui se déroulent à l'Assemblée nationale et à l'Assemblée populaire nationale.
J'aimerais dire que ce nouvel espace donnera vraisemblablement un apport au paysage médiatique spécialisé. Il contribuera certainement à renforcer le travail parlementaire en donnant une image réelle du Parlement et en ouvrant des horizons de communication nouveaux pour une meilleure transparence et de l'implication de la société dans l'action législative. Nous restons sur le continent africain. Les chefs d'État et de gouvernement des 54 pays membres de l'Union africaine se réuniront vendredi et samedi à Malabo, en Guinée équatoriale, dans le cadre de 2 sommets extraordinaires sur les questions humanitaires, la lutte contre le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique. Ces 2 rendez-vous interviennent à un moment où le continent fait face à plusieurs défis sécuritaires, sanitaires, d'insécurité alimentaire, des changements climatiques, en plus des conflits armés internes et communautaires. Et en parlant justement de conflits, au Tchad, c'est un véritable massacre qui s'est produit dans la province de Tibesti, dans la zone de Kouri-Bougoudi. Plus précisément, plus de 200 personnes ont trouvé la mort dans des affrontements entre tribus. Une centaine de personnes ont également été blessées. Un bilan toujours provisoire au vu du nombre important de blessés. Situé à l'extrême nord du Tchad, près de la frontière avec la Libye, Kouri-Bougoudi est une zone aurifère où influent depuis 2012 des orpailleurs malgré les interdictions du gouvernement tchadien. Et cette quête de l'or ne cesse de faire des victimes. 2 personnes sont mortes dans des heurts à Houndé, dans l'ouest du Burkina Faso, entre les forces de l'ordre et des orpailleurs en colère après l'interpellation de 12 de leurs camarades ayant participé la semaine dernière au saccage d'une importante mine d'or, a annoncé mercredi le porte-parole du gouvernement. Et puis ce tragique incident au Sénégal, 11 nouveau-nés ont péri dans un incendie qui s'est déclaré au service néonatologie de l'hôpital Mamé Abdoul Aziz Sy de Tivaouane à l'ouest du pays. Le président de la République sénégalaise Macky Sall a exprimé sa consternation sur Twitter et fait part de sa compassion aux mamans des bébés et à leurs familles. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le parent de l'une des victimes de cet incendie. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons été informés. Il y avait un incendie à la crèche de Tivaouane et que ma nièce avait un bébé à la crèche. Nous sommes venus nous enquérir de la situation, mais depuis ce matin, nous n'avons pu joindre de responsables. C'est après que de nombreux parents ont commencé à se plaindre et la directrice de l'hôpital nous a dit que notre bébé avait été consumé par le feu. Et selon un expert en sécurité civile, un court-circuit électrique serait à l'origine de cette tragédie. Je vous propose de l'écouter. Avec les couveuses, vous savez, il y a trop de... Tout est électrique, tout est branché. Et il y a eu aussi des rallonges qui sont très remplies. Mais de ce court-circuit qui trouve un aliment, parce qu'il y a du plastique. Quand il y a un court-circuit, un début de feu, c'est alimenté par du plastique. Vous voyez, bonjour, ça se développe assez rapidement, en propageant une fumée épaisse, accrue et vraiment très sévère. Et puis, nouveau bilan des suites des attentats ayant secoué l'Afghanistan. Il a été revu à la hausse par les autorités locales. 16 personnes sont donc mortes mercredi dans 4 attentats à la bombe, 3 rappelant le contre des minibus à Mazar-i-Sharif au nord du pays et 1 contre une mosquée dans la capitale Kaboul. Retour en Afrique, nous vous le disions en titre, une marche nationale de protestation est annoncée le 29 mai prochain au Maroc. Il s'agit d'un énième mouvement de protestation généralisée à l'initiative d'organisations et de partis d'opposition. Qui sème le vent récolte la tempête. Le peuple marocain semble vouloir se dresser comme un seul homme face aux dérives réitérées de son régime, atteint de cécité politique. Un front social déchaîné revanchard veut en effet investir la rue, à l'occasion d'une grande marche annoncée le 29 mai prochain.
en guise d'énième protestation contre la vie chère, la répression et la normalisation avec l'entité sioniste. Ce dimanche, le Front social marocain appelle à une manifestation centrale à Casablanca contre la hausse des prix, la répression et la normalisation des relations avec Israël. Le Front social marocain est un front de diverses forces syndicales, politiques, associatives, dont l'érection a été motivée par le ras-le-bol généralisé contre les attaques systématiques contre les droits des citoyens sociaux d'abord, mais aussi politiques. Une participation massive est attendue lors de cette marche, à laquelle plusieurs organisations et partis d'opposition ont appelé. Au soubresaut politique du Merzen viennent donc s'ajouter les multiples problèmes économiques que l'action du gouvernement libéral de Aziz Akhannouch a amplifiés. Crise énergétique, inflation, hausse des prix des produits de base, sécheresse, un tableau noir et une année 2022 sous le signe de l'austérité. La marche populaire vise en outre à exiger la baisse des prix du carburant et la nationalisation de la raffinerie La Samir pour contribuer à la sécurité énergétique du royaume, ainsi que la restitution des fonds pillés, dont les 1,6 milliard d'euros qui ont été engloutis par le lobby du carburant. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a annoncé une réforme de la loi régissant le fonctionnement des services de renseignement afin principalement d'en renforcer le contrôle judiciaire à la suite du retentissant scandale d'espionnage, un scandale ayant coûté son poste à la chef du Centre national du renseignement, Paz Esteban. Les indépendantistes catalans avaient alors menacé de retirer leur soutien au Parlement, au gouvernement minoritaire de Sánchez, avec le risque de provoquer sa chute avant le terme de la législature prévue fin 2023. Mesdames, Messieurs, je vous annonce 2 initiatives législatives que nous allons entreprendre pour moderniser le cadre réglementaire des services de renseignement de notre pays. Premièrement, le gouvernement va approuver une loi sur l'information classifiée, également connue sous le nom de secrets officiels, qui remplacera la loi actuelle approuvée en 1968, c'est-à-dire pendant la dictature. L'assassinat de la journaliste palestinienne Shirin Abu Akleh et les développements qui en découlent seront au menu ce jeudi d'un briefing public suivi de consultations à huis clos au Conseil de sécurité de l'ONU. Le coordinateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient, Thor Wennesland, et 2 représentants de la société civile sont attendus lors de cette réunion qui verra aussi la participation de représentants de l'État observateur de Palestine. Au Yémen, la trêve de 2 mois entre les parties belligérantes du pays arrive bientôt à sa fin. À ce sujet, l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen, Hans Greenberg, a appelé mercredi à renouveler la trêve au vu des avantages tangibles qu'elle a apportés dans la vie quotidienne des Yéménites. L'envoyé de l'ONU qui a exhorté les parties rivales yéménites à saisir cette opportunité et à soutenir un règlement politique global du conflit. Fixé officiellement depuis 1997 au taux de 1500 livres pour $1, la livre libanaise a perdu 95% de sa valeur en 2 ans de crise économique. Un nouveau plus bas historique ce jeudi sur le marché noir. $1 s'échangeait à 35 000 livres. Les prix des carburants et de plusieurs produits de première nécessité n'étant plus subventionnés par les autorités ne cessent d'augmenter sur fond de conflit en Ukraine. Des Libanais se rassemblent devant la banque centrale dans la capitale Beyrouth pour protester justement contre la hausse spectaculaire des prix et la détérioration de la livre libanaise. 4 Libanais sur 5 vivent désormais en dessous du seuil de pauvreté. Le dollar a détruit le pays et affamé son peuple.
Nous sommes malheureux dans ce pays à cause du dollar et cela ne fait qu'empirer. Les Libanais se sont effondrés. Ils ne peuvent plus nourrir leurs enfants ni faire le plein de carburant. Le peuple libanais vit de l'aide des associations et bientôt il devra mendier des médicaments. Nous ne pouvons pas conduire nos voitures sur les routes car un gallon de carburant a atteint le coût de 600 000 et 700 000 livres libanaises. Comment pouvons-nous aller où bon nous semble? Ils sont des escrocs. Comment sommes-nous censés nous nourrir? Nous n'avons pas d'argent pour manger. Ce sont des escrocs et des voleurs. Sport, football, la Confédération africaine de football a effectué ce jeudi au Caire le tirage au sort des éliminations du CHAN 2023 qui aura lieu en Algérie du 8 au 31 janvier 2023. 5 zones sur 6 ont été concernées par ces éliminatoires. L'Algérie, le Maroc et la Libye étant déjà qualifiés dans la zone nord en raison du forfait de l'Égypte et de la Tunisie. Quelques belles affiches seront au programme. Côte d'Ivoire, Burkina Faso ou encore Nigeria face au Ghana. En Europe, le club italien de la Roma a remporté la première édition de la nouvelle compétition européenne, l'Europa League Conference face au club de Feyenoord sur le score d'1-0. La finale qui s'est jouée à Tirana en Albanie a vu l'entraîneur de la Roma, José Mourinho, entrer un peu plus dans l'histoire du football européen. Alors que pour Arne Slot, l'entraîneur du Feyenoord, c'était tout simplement une énorme déception. Dans cette compétition, il fallait écrire l'histoire. Et l'histoire, ce n'est pas disputer la finale. Ça, ce n'est pas une belle histoire. J'ai évoqué avec les joueurs les finales que j'ai perdues. Et à chaque fois que j'ai perdu une finale, je me demandais « Mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi n'ai-je pas été éliminé en demi-finale? Cela a toujours été horrible de perdre mes finales. Nous avons gagné, les gars ont tout donné. Dommage qu'ils aillent maintenant presque tous en sélection. Parce que s'ils ont la même énergie que j'ai, ils devraient aller directement en vacances. » Un soir comme celui-ci, se sentir fier n'est pas la première chose qui vient à l'esprit. C'est une énorme déception parce que les gars, ce soir encore, ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour gagner le match. Parce que nous sommes toujours soutenus par notre légion, nos supporters, nous voulions tellement rapporter la coupe à Rotterdam. Quand cela n'arrive pas, on ne ressent pas de la fierté, mais une énorme déception. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, les couleurs du ciel, la météo avec Amal Amzian Zitouni. Bonne suite des programmes sur Al24 News.